Et pour cette animation de table ronde, Annabelle Ledoux de l'agence Les Grandes Idées. Merci Brieux pour cette introduction. Donc la question des transports, moi j'aimerais citer essentiellement un chiffre ou du moins un ratio. Donc près d'un tiers, précisément 31%, c'est la part en l'occurrence des transports dans l'empreinte des franciliens, dans l'empreinte carbone des franciliens. Alors, j'ai envie de me tourner tout d'abord vers vous, Monsieur le maire du Raincy, Monsieur le conseiller métropolitain dédié à la logistique. Quelle est la part des transports dans les solutions, donc dans le plan climat de la métropole du Grand Paris? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, vous m'entendez? Merci. Le plan climat et air énergie de la métropole, aujourd'hui, est en révision, puisqu'il a commencé à dater, alors même que la métropole a été mise en place en 2016. Et nous souhaitons faire converger les 131 communes, c'est 7,2 millions d'habitants, pour que l'ensemble des politiques puissent permettre à toutes et à tous de faire que les politiques d'urbanisme, les politiques d'aménagement, les politiques de transport de chacune et de chacun, au-delà même de l'autorité organisatrice qu'est la région Île-de-France, puissent converger pour limiter l'impact carbone et limiter évidemment les nuisances que nous subissons par notamment, on le voit bien, le développement des maladies cardiovasculaires et qui sont liées, au-delà du carbone, aux différentes particules qui sont émises. Donc on a effectivement beaucoup d'actions qui sont menées. Celui-là est bien. Voilà, celui-là est bien. Celui-là doit marcher. Il faut être magicien, vous voyez, en plus, voilà, pour pouvoir intervenir, mais voilà, c'est ça aussi le Grand Paris. Voilà, la magie se révèle à tous. Voilà, donc le plan climat et énergie. Et puis c'est aussi l'action de chacune et chacun au sein de la métropole. Tout à l'heure, vous avez pu en voir Geoffroy Boulard, qui est le maire du 17e et qui s'occupe des innovations, mais aussi de la communication. Eh bien, nous utilisons l'ensemble des innovations et de la communication pour œuvrer en direction des logisticiens. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un pacte logistique métropolitain qui nous permet non pas de piloter, parce que nous n'avons pas de prérogatives particulières au regard de la loi, mais en tout cas de réunir, dans le cadre de ce pacte, l'ensemble des acteurs. Et nous les réunissons assez fréquemment. Et nous agissons très concrètement à travers des expérimentations qui sont financées par la métropole, mais aussi à travers des grands projets européens. Et je pense en particulier à ce que nous avons fait à Argenteuil, où nous avons pu, de façon intelligente, avec tous les acteurs locaux, le maire, évidemment, en premier lieu, sa police municipale, le service commerce et les commerçants et les artisans, faire que les aires de livraison soient surveillées et que chacun puisse, en direct, obtenir, le logisticien en particulier, l'utilisation des aires de livraison. Eh bien, rien que cette petite idée a permis de limiter les déplacements, de faire que les économies soient au rendez-vous pour les logisticiens, et puis évidemment que l'impact carbone soit extrêmement diminué. Voilà, ça fait partie de ces sujets. Autre sujet, c'est ce sur quoi nous travaillons pour faire évoluer l'utilisation des motorisations. La métropole apporte des subventions pour les différents acteurs. Donc nous avons mené encore dernièrement une étude auprès de près de 4000 acteurs, plutôt des personnes en compte propre, que sont les commerçants, les artisans, pour savoir au moment où il y aura une obligation à pouvoir changer de motorisation, si ceux-ci avaient l'intention de positionner des véhicules électriques, dans quelles conditions, et si leur recharge, ils la prévoyaient chez eux ou sur le domaine public. On s'est aperçu qu'environ 60% d'entre eux avaient pour intention d'être sur le domaine public, ce qui fait changer en fait la politique même d'installation du nombre de stations électriques et donc des investissements plus nombreux pour la métropole dans le cadre de son plan de métropolis, par exemple, et en complément évidemment des syndicats intercommunaux comme le CIGEF qui interviennent. Merci beaucoup. Jean-Yves Marie-Rose, vous êtes le référent de l'ADEME Île-de-France en matière de transport, mobilité et hydrogène. Alors je me tourne vers vous. Est-ce que nous sommes sur de bons rails, selon l'ADEME? Vous m'entendez là? Oui.
Alors, après ce que je viens d'écouter, je vais dire oui, bien sûr, nous sommes sur le bon rail, mais c'est pas du fait de l'ADEME, même si effectivement l'ADEME, en tant qu'opérateur de l'État, opérateur accélérateur de la transition écologique, on pourrait se satisfaire on se satisfait de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais, grâce à l'ensemble des acteurs, on commence à atteindre des résultats qui sont significatifs. Voilà. Donc on est sur une trajectoire de décarbonation, je dirais, qui commence à être intéressante. Voilà. Alors, je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, ou en tout cas préconiser pour accélérer la tendance, c'est de continuer ces actions qui sont menées par les acteurs, les collectivités, le rôle de stratège de l'État aussi, parce que c'est grâce un petit peu à certains enjeux qui ont été mis en avant, alors dans le cadre de France 2030 par exemple, l'électromobilité, qu'on peut accélérer sur un certain nombre de sujets, et là notamment la décarbonation des véhicules. Donc voilà, donc si je dirais, tous les partenaires y mettent un petit peu du leur, on va arriver à vraisemblablement une trajectoire qui, en tout cas au moins à l'horizon 2030, sera assez favorable. Merci beaucoup. Alors Richard Limier, je me tourne vers vous. L'Institut Paris Région a mené une enquête récemment sur le déplacement quotidien de 3337 franciliens. Qu'en ressort-il et surtout, donc, on parlait du rôle de l'État également. Est-ce qu'on est sur la bonne voie en termes de transport? J'aimerais qu'on fasse peut-être un petit focus sur le transport de passagers. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc oui. Ce qui est intéressant avec l'étude qu'a faite l'IPR, qui est une étude finalement une étude par GPS. Donc on était vraiment sur la réalité des déplacements des usagers. Et ça, c'était vraiment une nouveauté, de pouvoir comprendre la chaîne de déplacement des usagers. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été intéressant dans cette étude. Ensuite, l'autre élément qui était déjà conforté par l'enquête Global Transport d'Île-de-France Mobilité et de l'État, c'était qu'il n'y a pas une mobilité francilienne, mais des mobilités franciliennes. C'est-à-dire qu'entre Paris et la frange de première couronne, on va avoir une approche modale qui va être axée plutôt sur le transport collectif, le vélo et la marche. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, là c'est plutôt la voiture, le transport collectif qui reprend un petit peu ses droits. Et dès qu'on s'éloigne vraiment en grande couronne, là c'est la voiture qui est vraiment prioritaire. Donc là on se rend compte qu'effectivement, c'est la traduction aussi de politiques qui ont visé à améliorer le partage de la voirie. On se rend compte que le fait de pouvoir avoir le vélo qui s'est développé à Paris et en petite couronne, c'est parce que les plans vélo métropolitains, le plan vélo régional, les plans vélo départementaux et des intercommunalités ont commencé à produire leur effet. Donc on a vraiment des aménagements cyclables continus. En revanche, quand on s'éloigne un petit peu de ces territoires, on se rend compte que l'offre, elle, diminue. On a moins d'alternatives par rapport à la voiture. Et donc là, c'est vrai qu'effectivement, il y a encore du travail à faire pour offrir finalement des solutions aussi structurantes, intéressantes, fiables et robustes que peut l'être le transport collectif en petite couronne ou à Paris. Et là, ça nécessite là aussi des investissements complémentaires, des solutions nouvelles, et notamment pour les déplacements de banlieue à banlieue. Parce que c'est là finalement que le besoin est extrêmement important, et sur lequel l'offre est assez réduite, et sur lequel il va falloir trouver des solutions pour intégrer sans doute la voiture dans ces chaînes de mobilité, mais plus en faisant le maillon principal, mais en faisant un maillon parmi d'autres solutions, avec une articulation beaucoup plus forte avec le transport collectif, avec le covoiturage, l'autopartage. Donc tout ce travail est encore à produire, mais de toute façon c'est une nécessité, parce que demain ces territoires vont se retrouver en situation de fragilité pour les ménages, n'ayant pas d'autres solutions alternatives. Donc il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Ensuite, comme ça a été dit précédemment, les choses avancent, elles vont dans le bon sens, ça percole petit à petit en fonction des territoires, mais il y a un vrai enjeu, à mon sens, sur le déplacement en rocade, les déplacements de banlieue à banlieue, et sur lequel, pour l'instant, à part le Grand Paris Express, il n'y a pas vraiment d'autres projets qui émergent de manière aussi structurante, et sur lequel, du coup, il va falloir encore travailler. Merci beaucoup. Riba Lebouc, chez AREP, en fait, le transport de passagers en tant que filiale de la SNCF, je pense que vous l'abordez de manière très large, à travers les usages, mais vraiment également en fait, à travers l'aménagement. Quand on a le patrimoine SNCF en fait, comme terrain de jeu, en fait, quelles évolutions on observe en termes de transport?
Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais parler du point de vue de la conception. Donc, je vais peut-être juste présenter AREP rapidement. Donc, AREP est une agence de conception architecturale, urbaine, paysagère, qui est historiquement l'agence des gares. On est une filiale de SNCF Gares et Connexions. Donc, en effet, on est amené à travailler sur le patrimoine des gares dont dispose SNCF Gares et Connexions, qui est plus de 3000 gares ferroviaires en France, plus de 10 millions de mètres carrés, plus de 10 millions de voyageurs au quotidien. Donc, par notre appartenance à la maison SNCF, on est quelque part aux premières loges de réflexion. On est amené à travailler quasiment au quotidien sur ce patrimoine qui est à la croisée de deux secteurs particulièrement émissifs. On a beaucoup parlé de la mobilité, donc quasiment 30% des émissions nationales, mais il y a aussi pour ce patrimoine majoritairement bâti des travaux de construction, etc. Donc on est à la croisée de deux secteurs qui représentent à eux seuls 50% des émissions nationales. Donc on porte une responsabilité dans la manière avec laquelle on conduit nos projets, à l'échelle architecturale, mais aussi à l'échelle urbaine autour de ces gares, parce qu'il y a justement cette question d'intermodalité. Donc Jean-Pierre Farandou présentait le train comme un véritable levier de décarbonation de la mobilité. Il a écrit il y a quelques années le fer contre le carbone. Le train est effectivement un outil de décarbonation. Par contre, il faut l'articuler, il faut interconnecter ce train avec les autres modes de mobilité entre l'origine et la destination. Et donc, pour la direction territoire que je pilote, on travaille justement sur ces questions d'intermodalité qui représentent, pour information, 80% des émissions d'une gare. Aujourd'hui, l'intermodalité. Ensuite, au sein d'AREP, je travaille à la grande échelle. Et pour moi, à cette grande échelle, on porte encore plus de responsabilités sur la question de la décarbonation, parce que c'est là où, en tant qu'urbaniste, on va venir conditionner les pratiques de mobilité des individus en travaillant sur les programmes, leur contenu, etc. Donc le travail de l'urbaniste aujourd'hui est susceptible de freiner ou au contraire d'accélérer la transition vers des modes de vie plus vertueux et plus particulièrement des modes de déplacement plus décarbonés, plus collectifs, etc. Et donc voilà une responsabilité qui est clairement portée par l'agence dans sa pratique de mobilité, que ce soit sur les gares ou à l'échelle territoriale. Et qui rejoint les conclusions de Monsieur Limier. Antoine Vervin, je me tourne enfin vers vous, en fait, puisque donc Aropaport est en fait un petit peu un acteur des solutions, puisque l'axe fluvial est souvent montré comme une des grandes solutions de décarbonation et de transport de marchandises notamment. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de décarbonation justement dans les transports fluviaux? Alors, on a parlé des voyageurs et il faut aussi parler des marchandises. Donc, quand on veut parler de décarbonation des transports, il faut traiter voyageurs et marchandises. Les voyageurs, on voit tout ce que c'est. Les marchandises, c'est plus compliqué parce que finalement, la marchandise, elle arrive toujours sans vraiment qu'on se préoccupe de la façon dont elle chemine pour arriver à sa destination. Donc, notre travail à nous est d'apporter une structuration à ce flux de marchandises. C'est pour ça notamment qu'on a créé Aropaport, qui est une création encore récente, qui a 3 ans, qui est la fusion du port du Havre, de Rouen et de Paris, justement pour donner un axe qu'on a appelé l'axe Seine à ce flux de marchandises, que ce soit pour les échanges import-export ou également pour les flux plus internes à un territoire ou à un échange entre les territoires français, notamment à destination de l'Île-de-France. En constituant ce grand port fluo-maritime qui est Aropaport, naturellement, on a mis le transport fluvial au cœur de notre stratégie, puisque la Seine nous relie. Mais plus largement, on a mis la multimodalité au centre de la stratégie. Et il faut toujours regarder les enjeux de décarbonation du transport des marchandises en pensant au transport fluvial et au transport ferroviaire. C'est peut-être un peu plus facile avec le fluvial, parce qu'il n'y a pas de concurrence sur le fluvial entre les différents besoins de transport, marchandises ou passagers. Sur le ferroviaire, c'est un peu plus compliqué pour les marchandises parce que bien souvent, les passagers qui votent attendent une offre de transport très importante, notamment sur le quotidien, qui peut être un problème pour les flux de marchandises ferroviaires. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Sur le fluvial, moi je trouve qu'on progresse bien et on continue à développer ce mode de transport bas carbone. Je rappelle qu'on peut diviser par 5 les émissions de CO2 liées au transport d'une tonne de marchandises quand on la fait basculer de la route vers le fluvial. Quand sur un flux, par exemple, de conteneurs, import-export entre le Havre et la région parisienne, on peut mettre l'équivalent de 220 conteneurs équivalent 20 pieds sur un bateau. C'est l'équivalent de 125 camions en un seul voyage. Donc voilà, on voit bien que par cet effet de massification, on baisse les émissions de CO2 liées au transport de marchandises. Le transport fluvial est d'ores et déjà majoritaire
pour tout ce qui est flux de matériaux de construction, qui représentent des volumes très importants en termes de logistique et des tonnages très importants. C'est parce que le transport fluvial est très adapté au vrac. Et dès lors qu'on arrive à maintenir les outils de production ou de vente de matériaux de construction au bord de la voie d'eau, on a un système qui est à la fois performant et écologique. Et ça marche très bien. On continue à progresser sur les flux import-export qui transitent par le port du Havre. À la fin, par exemple, du mois d'octobre 2024, on est à plus 3% par rapport à 2023. Donc on voit qu'on continue à prendre des parts de marché à la route et à faire du report modal, notamment de l'autoroute A13 sur le transport fluvial pour ces échanges-là. Et c'est important de le dire, on voit bien que le transport fluvial pour les marchandises import-export s'est installé comme une vraie alternative au transport routier. Et puis on continue aussi à développer, mais c'est plus en développement, l'utilisation du transport fluvial, y compris pour la logistique urbaine de distribution, pour rentrer dans la ville. Et pour ça, on a la chance, à l'échelle de la métropole du Grand Paris et de l'Île-de-France, de disposer de plateformes multimodales, comme les ports de Gennevilliers et de Bonneuil, qui sont vraiment à l'entrée de la métropole, aux bornes de la ZFE. Et donc, depuis ces plateformes, voilà, on peut à la fois utiliser le fluvial ou le ferroviaire pour faire acheminer la marchandise, et ensuite utiliser des modes de transport bas carbone pour délivrer la marchandise dans l'agglomération. Ça peut être des camions électriques, des camions biogaz, par exemple, mais ça peut être aussi le transport fluvial jusqu'au cœur de Paris, comme le fait maintenant Franprix depuis 2012 pour ses 300 magasins parisiens, en partant du port de Bonneuil, avec un déchargement qui se fait sur le port de la Bourdonnais, au pied du musée des Arts Premiers, pour ensuite rayonner dans tout Paris avec des camions, mais uniquement pour le dernier kilomètre, comme le fait Ikea maintenant depuis fin 2021 pour tout son e-commerce à destination des Parisiens, mais là depuis le port de Gennevilliers. La marchandise rentre par le fleuve et est déchargée à Bercy, sur le quai de Bercy dans le 12e, et ensuite elle rayonne en camion électrique dans tout Paris pour aller jusqu'au logement des clients d'IKEA. On le fait aussi de plus en plus avec des acteurs comme OBD, France Boisson qui a testé le système pour la distribution des boissons pour les cafés et les hôtels-restaurants. Donc ça, c'est un sujet qu'on va encore pouvoir développer. Le groupe La Poste a annoncé il y a quelques semaines également le faire à partir de 2026 pour délivrer les colis à destination de la commune de Boulogne-Billancourt. On travaille aussi avec la métropole du Grand Paris avec un acteur qui s'appelle ULS pour faire un service multi-client depuis l'est de Paris pour rentrer dans Paris. Donc voilà, on voit bien que le transport fluvial il continue à se développer et est un outil assez puissant pour la décarbonation du transport de marchandises. Et donc là, vous sembliez dire dans la réponse à la première question qu'en termes de levier activé pour passer à la vitesse supérieure, donc il y a toute une question de partage des voies ferrées donc pour parvenir en fait aux objectifs de décarbonation. Oui, bien sûr. Dans la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire, l'État a fixé un objectif de doublement de la part du fret ferroviaire en 2030. Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de trains de marchandises. C'est assez simple, dans 6 ans. Et donc pour faire ça, il faut plus de place, plus de sillons pour le fret ferroviaire. Et c'est un sujet très compliqué qui est managé aussi bien que possible avec toute la compétence qu'on leur connaît, notamment par SNCF Réseau, qui est le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde ait conscience quand même que le transport ferroviaire de marchandises, c'est un transport électrique de marchandises. C'est-à-dire c'est une technologie qui existe déjà, on n'a pas besoin de l'inventer. La question, c'est comment on peut vraiment l'utiliser de façon plus massive. Et sachant qu'un transport électrique de marchandises, c'est une division par 10 des émissions de CO2 à la tonne transportée. Donc c'est à la fois extrêmement efficace en termes de décarbonation. Et donc voilà, c'est ça l'enjeu qui est le nôtre, avec SNCF Réseau, avec l'État, le ministère des Transports, et puis l'ensemble des opérateurs concernés. Et c'est bien que tout un chacun ait conscience de la nécessité qu'il y ait plus de trains de marchandises sur les réseaux ferroviaires français. Voilà. Et donc il faut lui faire un peu plus de place. Donc la nécessité de dézoomer pour bien comprendre tous les enjeux. Richard Limier, selon vous, quel levier faut-il activer en priorité pour accélérer sur la décarbonation des transports ? Transport, marchandises, passagers, voilà, tout mélangé. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et il faut en revanche, que toutes ces solutions fonctionnent ensemble et aillent dans le même sens.
Souvent, au CEREMA, on synthétise un petit peu les enjeux de la décarbonation autour de trois sujets: éviter, changer et évoluer. Éviter, c'est éviter le déplacement. Donc l'optimiser, c'est le limiter, que ce soit pour les voyageurs ou pour la logistique, comme ça a été dit. La question de l'optimisation du remplissage des véhicules dans la logistique est extrêmement important. Or, on sent qu'il y a un vrai sujet, il y a une vraie marge de manœuvre par rapport à ce type de sujet. La question du report modal, ça a été également évoqué. Mais il y a également cette notion de dire que pour pouvoir limiter les déplacements, il faut changer la manière d'aménager le territoire. Donc on part là sur la ville de courte distance, par exemple. Donc la question de l'usage de l'avion, on en parle assez dans les médias en ce moment. Donc ça, c'est sur des vrais sujets. Ensuite, sur le changer, la question du changer, c'est changer nos modes de faire, changer nos politiques de mobilité, nos comportements de mobilité. Comme je dis précédemment, la voiture, pour l'instant, a encore une grande place dans le maillon de la chaîne de mobilité des Franciliens, en fonction, encore une fois, des territoires. Là, il y a aussi tout un travail pour reconstruire un récit, refaire un récit de mobilité, pour changer un petit peu le paradigme. Je dis souvent la voiture, oui, mais plus n'importe où, plus n'importe comment, et plus n'importe quel prix. Voilà, c'est un petit peu un moyen de dire qu'il faut que la voiture soit utilisée pour le bon déplacement et pas pour n'importe quel déplacement. Quand on sait qu'on a 40% des déplacements de proximité qui sont intracommunaux et qu'on utilise encore beaucoup la voiture pour ce type de déplacement, on voit qu'on a une vraie marge de manœuvre pour faire évoluer les choses. Ensuite, le dernier élément, c'est la question de l'évolution, voire de l'innovation, avec l'innovation technologique. Ça a été dit également, l'électrification du parc, bien sûr, mais il y a aussi tout le travail sur le télétravail, tout le travail sur les tiers-lieux. Toutes ces dimensions-là sont aussi importantes finalement que les infrastructures, donc la notion de comportement sont aussi importantes. Et c'est vrai que permettre de limiter les déplacements. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une solution magique, sinon ça se ferait. Mais il y a des solutions où chacun de nous, chaque acteur a un petit peu la main sur ces solutions-là. Et l'objectif, c'est d'aller tous dans le même sens pour pouvoir offrir cette solution ces solutions les plus rapidement mises en place. Mais l'enjeu surtout par rapport à ces solutions-là, c'est de construire des vrais écosystèmes. Des vrais écosystèmes globaux, c'est-à-dire pour le vélo par exemple, avoir des managements cyclables continus et sécurisés, mais aussi du jalonnement, aussi des ateliers de réparation, aussi de la vente de vélos. Et c'est les mêmes logiques pour d'autres enjeux que j'évoquais tout à l'heure. La question du foncier est extrêmement importante aussi. Le foncier logistique, si on veut limiter les déplacements à vide ou les déplacements simplement de véhicules utilitaires légers en zone dense, il faut trouver du foncier pour la logistique. Et donc ça aussi, c'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que finalement, c'est la complexité finalement de ces enjeux-là, c'est qu'il n'y a pas encore une fois une réponse, mais des réponses, et qu'il faut à chaque fois les mettre en avant, les détricoter, faire en sorte qu'elles soient en synergie pour pouvoir avancer et arriver à l'objectif final qui est la décarbonation finale des déplacements. Iba Debouk, est-ce que vous rejoignez Richard Limier sur la synergie, donc comme solution? Totalement. Et donc, alors, moi, je classe les leviers de décarbonation des mobilités donc en deux grandes familles, mais en articulation extrêmement forte avec les modes de vie, les pratiques des individus, parce qu'on sait que la forme des territoires, leur empreinte foncière, parce qu'on parlait de ZAN tout de suite, l'empreinte foncière même des territoires est intimement liée à l'équation de mobilité et des pratiques de mobilité des personnes. Donc, pour décarboner les mobilités, pour moi, il y a une action qui est possible sur la transformation de la demande et une autre sur la transformation de l'offre. La transformation de la demande, c'est pas prôner la démobilité, mais lutter contre la surmobilité, c'est-à-dire la mobilité qui peut être contrainte, pénalisante, à plusieurs titres. Ça peut être pour des questions de pollution, on en a parlé en introduction, ou pour des questions de stress liées à la congestion, etc., l'encombrement des voies. Donc la transformation de la demande, comment on agit dessus en tant qu'urbaniste ou dans les métiers de l'aménagement, c'est par les évolutions programmatiques, donc par le biais de ces évolutions qui vont permettre de sortir un peu de la monospatialisation, de la monospécialisation des espaces fonctionnels, et donc prôner une certaine échelle de proximité par la programmation qui, elle, va permettre de remplacer une part de trajets longs carbonés par des trajets plus courts, moins carbonés. C'est-à-dire on va prôner le recours aux mobilités actives, la marche à pied, le vélo, par la programmation même. Ensuite, il y a tout ce qui est transformation de l'offre. Donc ça englobe l'action sur les gares, les moyens de mobilité, l'offre de transport en commun, l'intermodalité, comme je l'ai dit. Donc penser toute l'interconnexion, tout le trajet, domicile-travail ou autre, dans une logique de décarbonation. Mais la transformation aussi de l'offre se fait sur les espaces publics, les voiries. Vous avez commencé à en parler. Je
peux citer un exemple qui est assez intéressant, c'est celui des rues aux écoles. Donc nous, on travaille en ce moment sur les rues aux écoles pour la ville de Paris. La rue aux écoles, c'est un peu la rue que l'on prend à l'automobile. On rationalise quelque part la place de l'automobile pour prioriser les modes actifs, donc la marche à pied et le vélo, en permettant à des enfants, donc à des personnes plutôt fragiles, de reconquérir des mètres carrés pour jouer, se promener, marcher, mais aussi à la diversité des publics. Et donc, ça permet aussi de redonner des mètres carrés au service de la transition, reconquête des sols, végétalisation, etc. Et donc, on sort d'une sorte de doctrine d'aménagement qui a été dominante. On dimensionnait l'espace public par et pour l'automobile. Isabelle Barraud-Sarfati parle de corridor à bagnole, c'est-à-dire la rue que l'on dimensionne essentiellement pour faire circuler les automobiles et le reste, on donne aux piétons. Là, on change de logique et par le design, par la forme des espaces publics, on donne envie de pratiques de marche à pied, de vélo pour décarboner les courtes distances. Ensuite, je n'ai pas le temps de parler de la décarbonation des longues distances, je suis désolée. Bonjour Marie-Rose, donc rapidement votre levier prioritaire, selon vous, le levier prioritaire qu'on doit absolument activer. Oui, parce que alors moi j'avais prévu d'en dire 3. Là, on a 1 minute de retard, donc j'en dirai qu'un seul. Alors, en fait, les 2 premiers, ils ont été très, très bien exprimés. Je rajouterais juste, voilà, on a des opportunités ici dans la région, et notamment au cœur de la région, des opportunités en termes de région très forte économique, région très forte aussi en termes de densité réseau et d'échange. Et donc, il faut profiter de ces opportunités pour susciter des projets, pour susciter des choses un petit peu innovantes et qui vont être les petits déclics en fait de ce qui vient d'être évoqué. Hein, donc, comment on fait pour faire cette transition, et ces petits déclics ici dans la région, on les aura très facilement, plus facilement que dans d'autres régions, grâce à ces opportunités qui sont déjà existantes en Île-de-France. Et puis, alors mon levier, moi je vais revenir à la route. Pourquoi ? Parce que c'est pour les déplacements des personnes, c'est quand même ce qui est le plus émetteur. Et puis pour les déplacements des marchandises, c'est le plus important. Moins de, j'ai plus qu'une petite seconde. Donc la route, j'insiste, parce que nous on fait beaucoup de pédagogie avec les opérateurs. Alors là, je vais parler plutôt des déplacements des biens, du fret, avec ces opérateurs, pour les amener vers des solutions multimodales, vers d'autres modes, notamment avec un petit programme qui s'appelle Remove, que je vous encourage à aller voir. Merci beaucoup. Monsieur Genestier, le mot de la fin alors. On est un petit peu pressé. Mot de la fin. Quel est votre levier, le levier prioritaire ? En moins 2 minutes 30 secondes. C'est ça. Voilà, très bien. Je parlais en négatif. Levier prioritaire. Alors moi, je travaille beaucoup sur la métropole, sur les questions de logistique. Moi, je pense que si on arrive à avoir une belle concertation, et dans le cadre du pacte logistique métropolitain, on l'a prouvé pendant les Jeux Olympiques. C'est un peu surprenant, mais on a monté une opération qui s'appelle l'UJOP, que j'ai présidée, logistique urbaine pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a réuni tous les partenaires professionnels, on a réuni les maires, on a réuni tous les acteurs, et on a, avec la préfecture de région, avec la préfecture de police, préparé les choses. Et ça a permis de poser en fait des contraintes qui ont été acceptées par tout le monde et qui ont permis de faire une belle réussite de la logistique des Jeux Olympiques. Et ça a permis de réduire aussi l'impact carbone. Moi, je pense que ma conclusion, en prenant tout ce qui a été dit, c'est vraiment d'informer les gens sur ce qui doit être fait. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui le font, qu'ils soient privés ou publics, mais il faut réunir par grande organisation tous ces acteurs, on les envoie à notre objectif, et décliner à travers un rétro-planning, on est en mode projet, bien toutes les actions qui devront être menées. Les contraintes, on peut les lever, si on se parle franchement. Et donc la conclusion, je pense que c'est se parler franchement de la décarbonation, c'est donner des objectifs, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Antoine Berbin, notamment sur la partie du fret ferroviaire, mais c'est aussi dire comment y aller. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut de grands schémas. Alors moi, au-delà des grands schémas, mais mon dada personnel, c'est le schéma logistique national qui n'existe pas et qui doit permettre à la fois d'apporter de nouveaux emplois, de réduire notre impact carbone et de faire que nous soyons plus vertueux. Voilà, donc c'est le sens même de ce que nous devrions faire dans notre pays. Quel que soit le gouvernement, on ne s'attache pas à un parti politique ou une orientation. Je pense que ça peut être acceptable et accepté et soutenu par tous les partis politiques. Apporter une cohérence. Merci beaucoup à tous pour cette table ronde et désolé pour le temps dépassé. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci pour ces perspectives.